Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 25 juin. Installez-vous confortablement, voici les titres qui seront développés. Vous le savez très certainement, la Roca Team s'est inclinée lors du dernier match de championnat de France de basket, 99-93. Les Parisiens sont donc les nouveaux tenants du titre. Le résumé de la rencontre dans cette édition. Nous irons à Osaka, à l'occasion de l'exposition universelle qui se tient en ce moment. Une délégation monégasque menée par Isabelle Béraud-Amadei y est actuellement. Et un match caritatif avec de grands noms du football sera organisé par Louis Ducruet ce vendredi, date de la journée nationale monégasque organisée à Osaka. Nous aurons également deux invités, à commencer par une dermatologue qui nous dispensera de bons conseils pour profiter du soleil sans danger. Et à l'occasion de la sortie d'une bande dessinée sur l'histoire de la Principauté, nous recevrons le scénariste de cette BD. Sans oublier entre autres un reportage sur la Foundation for Post-Conflict Development qui célèbre son 20e anniversaire ainsi que le 10e anniversaire de sa branche monégasque. Nous parlerons de Monacotech qui sélectionne actuellement les nouvelles startups qui devraient être incubées, de la fin des festivités de la Saint-Jean et vous suivrez une sortie en mer d'écoliers de la Principauté. Vous auriez probablement voulu que ça se termine différemment, mais c'est ainsi, c'est la dure loi du sport. Monaco n'est plus champion de France de basket depuis hier au soir et la défaite lors du match 5 à Paris, après un match serré où tout pouvait basculer, que ce soit pour une équipe ou pour l'autre, et Paris l'a emporté 99-93. C'est donc la fin de saison pour la Roca Team. Retour sur cette rencontre avec Yannick Debevert. La folle remontée de Monaco n'aura pas eu lieu finalement. C'est Paris qui remporte son premier championnat de France 7 ans après la création du club. Ça a été un match 5 magnifique. Monaco a mis un peu de temps avant de rentrer dans la rencontre. Il a fallu 15 bonnes minutes pour que la Roca Team trouve son rythme. Et puis finalement, dans le troisième quart-temps, les Monégasques ont su faire leur run. C'est eux qui sont passés devant. Ils ont abordé la dernière période avec 8 points d'avance, mais c'était insuffisant parce qu'en face, il y avait un très très grand joueur, un champion dans l'âme, TJ Shorts. Le meneur américain a une fois de plus ébloui le basket français de son talent. 27 points, dont 11 dans le dernier quart-temps et ajouté à cela 10 passes décisives sur l'ensemble du match. C'était un véritable récital comme lors des matchs 1 et 2. Sur ce match 5, Monaco n'a pas réussi à freiner le joueur star de Paris. Et à la fin, eh bien voilà, Monaco termine sa saison sans titre avec une troisième finale perdue. Je vous propose d'écouter les réactions du côté de la Roca Team. Sans les deux premiers matchs, on ne fait pas le changement, peut-être on ne gagne pas les deux matchs à domicile. Donc c'est, bien sûr, on n'était pas au top les premiers deux matchs, mais je pense qu'en même temps, je pense qu'on est meilleur quand on s'est dos au mur. Et les derniers 3 matchs, c'était exactement ça. Ouais, je pense qu'on a pas mal joué ce soir, mais le premier quart-temps, on a mal géré le match, on ne jouait pas comme c'était un match 5, en fait, pour moi. Mais encore, on a rebondi, on a tout donné, mais on a perdu. We fight hard and we were so close, but this team reached final of European of EuroLeague, and this is big accomplishment for French basketball. And also with so many problems, we come back from 0-2, and we were right there. We will be back. Will you be back? Yes, and we will be back. Be sure about it. Le scénario de ce match 5 a été conforme à tous les matchs de ces finales de Betclic Elite. Finalement, c'est Paris qui a pris l'avantage d'abord, Monaco qui est ensuite revenu. Et à la fin, une chose est sûre, même si Monaco ne triomphe pas cette saison, à la fin, c'est bel et bien le basket français qui gagne. Le basket français qui gagne, mais avec la Roca Team, ça aurait été bien aussi. Nous prenons la direction du Japon. Une délégation monégasque s'est rendue aujourd'hui à l'exposition universelle d'Osaka. Délégation composée d'Isabelle Béraud-Amadei, ministre d'État par intérim, de l'ambassadeur de Monaco au Japon et du président du Conseil national. Au programme, des rencontres avec les autorités japonaises afin de renforcer les liens entre la Principauté et ce pays d'Asie, ainsi qu'une visite du pavillon de Monaco à 2 jours de la journée nationale monégasque organisée à l'Expo ce vendredi. Un événement auquel participera le prince souverain accompagné d'une large délégation. On écoute Isabelle Béraud-Amadei. J'ai rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon, avec lequel nous avons échangé sur la relation étroite qui existe entre le Japon et la Principauté. Je dois dire que, et j'ai rappelé à monsieur le vice-ministre que nous avions ouvert des relations consulaires en 1969 avec le Japon, dans l'optique d'avoir un consul qui nous aide
à l'exposition universelle qui avait lieu déjà à Osaka en 1970. Donc c'était un petit clin d'œil de l'histoire. Nous avons évoqué bien évidemment la situation internationale et puis les perspectives et les opportunités de renforcer cette relation qui est déjà très riche avec le Japon. Et donc aujourd'hui, j'arrive sur le pavillon où je découvre ce magnifique pavillon qui, je dois le dire, est encore plus beau quand on le voit in situ que lorsqu'on découvre la maquette qui se trouve au ministère d'État. Et on se rend bien compte de l'importance de l'action de la principauté en matière de protection de l'environnement, en matière de protection des océans. On reste au Japon. Marcel Desailly, Patrice Evra, Ludovic Giuli et d'autres personnalités sont à 2 jours d'un match caritatif à Osaka contre des stars du football japonais. Le président de cette équipe des Barbades Géants, Louis Ducruet, était en visite aujourd'hui à l'exposition universelle pour faire la promotion de cet événement. Reportage de Bastien Bory. C'est un match aux accents de mission humanitaire pour ces anciennes stars de l'AS Monaco. Une grande partie des gains enregistrés ira à la reconstruction de la péninsule japonaise de Noto, lourdement défigurée par un séisme en 2024. C'est de montrer que l'importance de Monaco peut avoir Monaco à l'étranger, de voir que la portée de Monaco, des légendes de l'AS Monaco et que montrer que le football est une langue universelle, un vecteur de valeurs. Et tout ce que peuvent apporter les Barbades Géants de manière générale et puis voilà, et c'est montrer qu'on peut faire de la charité partout dans le monde. En visitant le pavillon de Monaco en compagnie de son commissaire général, son excellence Mireille Martini, Louis Ducruet rappelle que cet événement sera aussi l'occasion pour le public intéressé de rencontrer des leaders du monde des affaires monégasques français et japonais, avec la présence du Monaco Economic Board et de la Chambre de commerce France-Japon. D'habitude, on organise des matchs à Monaco, ou alors on est invité par d'autres prestataires ou d'autres organisations. Là, c'est nous qui organisons en collaboration avec les équipes de Ludo Giuli sur un pays étranger avec donc des coutumes différentes et des manières de travail différentes. Ça a été assez difficile au début de se faire comprendre de qu'est-ce qu'un match caritatif, parce que forcément ils n'avaient pas forcément la notion ici au Japon. Le football c'est le 3e sport national au Japon, donc forcément ça a quand même une assez grosse popularité, surtout vu les derniers résultats de l'équipe nationale du Japon en Coupe du Monde. Donc forcément ça attire, il y a de plus en plus de légendes non connues au niveau des équipes du Japon, et nous aujourd'hui c'est vrai qu'avec les Barbades Géants, avec notre réseau et les amis des Barbades Géants, on a quand même des sacrés noms qui viennent aussi, là, donc des joueurs qui sont assez connus mondialement. Donc voilà, j'espère que le stade sera assez rempli. 3000 personnes sont attendues ce vendredi, coup d'envoi du match à 19h30 heure locale, 12h30 heure de Monaco. Les Jeux Olympiques de la jeunesse se tiendront en 2026 à Dakar au Sénégal. En tant que membre du Comité Olympique International, le souverain assure la promotion du sport dans le monde. C'est pourquoi la principauté tient un rôle important dans la préparation de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Le président du Comité Olympique sénégalais était à Monaco pour une audience avec le prince Albert II ce matin. Écoutez les détails au micro d'Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. On sait que vous êtes très dynamique, que vous avez une nation sportive et on veut voir quelles sont les synergies, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. C'est un projet qu'on cultive depuis un moment, c'est faire sentir que Monaco, qui est une grande nation de sport, vous avez toujours le Grand Prix et d'autres grandes manifestations sportives, que Monaco ne soit pas complètement exclu de la préparation des Jeux Olympiques au Sénégal. La Fondation de la Princesse fait beaucoup de choses pour la natation au Sénégal, notamment pour la formation de l'encadrement et des maîtres nageurs au féminin. Et pour que les jeunes, il y a énormément de noyades dans nos pays et elle a développé un programme qui vraiment donne satisfaction et au gouvernement du Sénégal et au Comité olympique du Sénégal. Nous allons procéder à ce que l'on appelle un marronnier. C'est un jargon journalistique pour dire que l'on va parler d'un sujet qui revient chaque année, comme par exemple il neige en hiver ou il y a du soleil l'été. Là, avec la thématique suivante, on est typiquement dans un marronnier puisque l'on en a déjà parlé l'année dernière sur cette antenne, mais c'est important. Il faut savoir que dans l'Hexagone, on recense en France plus de 100 000 nouveaux cas de cancer de la peau chaque année, dont plus de 11 000 mélanomes et environ 40% des Français qui ne se protègent pas suffisamment du soleil, voire pas du tout lors d'expositions prolongées. À ce propos, une dermatologue du CHPG est allée ce mercredi à la rencontre d'étudiants de l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Et nous sommes ce soir avec cette dermatologue, Marie Cavalier-Meffrin. Bonsoir. Bonsoir. Pour rentrer dans le vif du sujet, le soleil, ami ou ennemi?
Alors le soleil ami, bien sûr, parce que c'est une source de bonne humeur, de joie, c'est évocateur de vacances, mais toujours avec précaution. Hein. C'est une question le soleil, c'est une question d'équipement. Donc on va parler des mesures à prendre de photoprotection. Si on s'expose dans de bonnes conditions, ça peut être un très bon ami, le soleil. Alors très concrètement, quels sont les dangers justement que risque-t-on avec le soleil? Alors déjà, ça dépend des personnes. C'est sûr qu'on n'est pas tous égaux face au soleil, ça dépend de la peau. Les personnes à la peau claire, qui ont énormément de grains de beauté et qui ont déjà eu dans leur vie des cancers de peau, sont forcément pas très amis avec le soleil. En revanche, des personnes à la peau un peu plus mate, qui ont très peu de grains de beauté, pourront s'exposer un petit peu plus facilement en prenant les précautions élémentaires que je vais vous expliquer après, évidemment. D'accord. Quels sont les types de maladies en tant que dermatologue, vous êtes confronté, j'imagine, à des cas graves à cause du soleil? Il y a des cas graves, mais heureusement rares, de cancers de peau qui s'appellent les mélanomes, qui sont très rares et qui sont dus donc, souvent à une prédisposition génétique et aussi aux coups de soleil pris dans l'enfance et l'adolescence. Oui, c'est ça. Donc, il faut protéger les enfants très tôt parce qu'effectivement, plus tard, ça peut ressortir. Oui, les coups de soleil pris dans l'enfance et l'adolescence sont irréversibles et sont beaucoup plus graves que les coups de soleil pris plus tardivement. Par exemple, à 85 ans, c'est moins grave de prendre un coup de soleil que sur un enfant de 3 ans, par exemple. Vous avez organisé un atelier auprès de l'IFSI. Pourquoi et quel message vous voulez leur faire passer? Alors, on a organisé un atelier effectivement avec les étudiants de l'IFSI. C'est leur projet de fin d'année. Donc l'objectif, c'est vraiment la prévention du risque solaire plutôt chez les enfants, les adolescents et les parents. C'est pour ça qu'on a choisi un mercredi pour présenter ce projet. Et donc l'objectif, c'est de casser les idées reçues. Par exemple, qu'on ne peut pas bronzer à cause de la crème solaire, ce qui n'est pas vrai, et qu'on est bien protégé sous un parasol, ce qui n'est pas parfaitement juste. Donc d'essayer un petit peu de casser les idées reçues et de rectifier les choses, expliquer un petit peu comment se servir des crèmes solaires correctement, hein, notamment le fait de bien étaler sa crème solaire est aussi important que le choix du SPF, de la protection solaire. D'accord. Alors quelles sont justement les règles de base pour se protéger du soleil? On rentre là dans le vif du sujet. Les règles de base, on rentre dans le vif du sujet. Le plus important, déjà, c'est d'être conscient que le zénith solaire à l'heure d'été, il est à 14 h, il n'est pas à midi. D'accord. Donc 2 heures avant et 2 heures après, hein, c'est-à-dire de midi à 16 h, on évite de s'exposer. Si on n'a pas de montre, il suffit de regarder son ombre. Si mon ombre est plus petite que moi, je ne m'expose pas. Ça veut dire que le soleil est très perpendiculaire. Ça, c'est le premier point et c'est élémentaire. Le deuxième point, c'est de toujours rechercher l'ombre, au minimum l'ombre d'un parasol, idéalement une ombre un peu plus large, une ombre de mur par exemple. Hein. C'est vrai que même quand on marche dans la rue, choisir le trottoir à l'ombre, c'est toujours plus opportun. Ensuite, il y a la photoprotection vestimentaire. Donc c'est de porter des vêtements couvrants, hein, par exemple des manches, éviter les débardeurs trop dépoitraillés devant et derrière. Porter un chapeau idéalement à large bord pour avoir les joues protégées et la nuque protégée. Et en dernier lieu, et je le mets en dernier point volontairement, c'est la crème solaire qui sert en complément de ces autres mesures et qu'il faut choisir avec un indice adapté à sa qualité de peau. Donc par exemple un phototype clair, une personne à la peau claire prendra plutôt un écran 50, alors qu'une personne à la peau un petit peu plus, qui bronze un petit peu plus facilement, une peau un peu plus méditerranéenne, pourra commencer la saison, même avec de la crème solaire 30. Et bien renouveler les applications toutes les 2 heures, parce qu'au bout de 2 heures, on s'est essuyé, on a marché et il ne reste plus tellement de crème solaire. Marine Cavalier-Meffrin, merci d'avoir répondu à mes questions et de nous avoir donné ces conseils. Merci beaucoup. Merci. Ce mardi marquait une date importante pour une organisation qui prône la paix. Je parle de la Foundation for Post-Conflict Development, qui célébrait le 20e anniversaire de sa création et le 10e anniversaire de sa branche monégasque. Pour l'occasion, des hautes personnalités du G7+, se sont retrouvées en principauté. Les explications de Théo Schumer sur des images de Julien Logier et Hugo Comassa. Pour son 20e anniversaire, la Foundation for Post-Conflict Development a vu les choses en grand. Elle a organisé à Monaco une journée spéciale mettant à l'honneur le G7+, une organisation intergouvernementale distincte du G7 que nous connaissons. Le monde entier connaît le grand G7, l'assemblée des plus grands pays économiquement les plus riches au monde qui, d'une certaine manière, ont une vision et participent à l'avenir global du monde. Et
parallèle, nous avons le petit G7 Plus qui regroupe une vingtaine de pays qui eux-mêmes se qualifient de fragiles et qui ont un statut d'associés aux Nations Unies et qui se sont regroupés pour trouver les moyens et surtout avoir une voie pour construire cette paix durable au travers d'initiatives particulièrement précises, spécifiques à chaque pays. Nous avons reçu il y a 2 ans une délégation du G7 Plus qui a été leur première visite à Monaco, qui a permis d'initier finalement cet anniversaire aujourd'hui. C'est à cette occasion que des personnalités membres du G7+, et des contributeurs importants ont fait l'honneur de leur présence à Monaco. Parmi eux, le président du Timor oriental et prix Nobel de la paix 1996, qui avait été l'instigateur du G7+, ou encore bien sûr la présidente du G7+, et ministre de la planification et du développement économique de la Sierra Leone. Tous ont pu participer à une table ronde et échanger tout au long de la journée sur plusieurs enjeux. Our perspective right now is looking at partnerships rather than looking at victims and then donors and recipients. How can we now work together, especially countries that have come out of conflict, for us to build investments together with partners, given the strength, the resources. A lot of these countries, as you know, are resource rich. And sometimes it's the resources, in fact, that cause the conflict. So how can we really utilize these resources to benefit the countries? How can investors from Monaco, because Monaco has done well in the last couple of decades, how can we benefit from war returned to doorsteps of Europe, to the middle of Europe. And all of this, of course, it has a huge cost for Europe, and that impact on Europe's ability to help the rest of the world. So the war in Ukraine is catastrophic for all of us. I deal with peace all my life, and I have to say sometimes it is overwhelming. You have to be very resilient, very hopeful, not to give up, to continue to hope for peace in this world of ours. Le prix Nobel de la paix 1996, de même que les autres membres du G7+, ont célébré 20 ans d'action post-conflit avec la Fondation, mais ont également salué fièrement l'engagement de Monaco et de son prince à aider les États fragiles et des centaines de millions de personnes à travers le monde. Une belle récompense et une note d'espoir supplémentaire pour cette date anniversaire. Du nouveau à présent du côté de la technologie, le jury de sélection de Monaco Tech s'est réuni aujourd'hui pour rencontrer les créateurs de 6 startups afin d'étudier leurs projets dans le cadre d'un programme d'incubation. Plus de détails avec Jessica Granato et Lionel Bernardi. C'est la dernière étape de sélection. Après avoir épluché une 50aine de candidatures, le jury de Monaco Tech rencontre aujourd'hui 6 fondateurs de startups prometteuses. Très intéressant, beaucoup de startups dans l'intelligence artificielle, c'est la tendance actuelle, nous aussi en Amérique du Nord on en voit beaucoup, des profils très internationaux, donc ça c'est vraiment surprenant mais intéressant, et des belles perspectives, des beaux impacts sur notre société qui s'en viennent. Ce programme d'insertion permet d'attirer des profils technologiques sur la principauté, d'aider ces entreprises à se développer et de les accompagner par la suite à l'international grâce aux nombreux partenariats de Monaco Tech. Donc on a un lien très fort avec Monaco depuis quelques années. Et donc c'était tout naturellement entre 2 incubateurs en deep tech qui œuvrent dans 2 continents différents de se rapprocher. On a la même vision commune en fait de l'innovation, on partage aussi les mêmes valeurs. Donc c'était tout naturel que l'on se rapproche aussi d'eux pour aider nos startups de part et d'autre. Parmi les candidats cette année, Tariq Sheikh, venu présenter Nova, un logiciel d'intelligence artificielle pour la gestion de contrats en entreprise. It essentially allows you to take all your contracts from your business and put it in one system and understand what happens in your business. The most important part of businesses is contracts. This is where all the meat happens. I'll be really excited to join the program at Monaco Tech. I think it's a fantastic place to look both at Monaco but the rest of Europe for us at Nova. Le jury prendra sa décision dans les jours à venir et annoncera quels jeunes talents rejoindront les locaux de Monaco Tech à la rentrée.
Parlons bande dessinée avec Monaco, l'épopée des Grimaldi, aux éditions Glénat. Une BD qui vient de paraître aujourd'hui d'Arnaud Delalande et Cédric Fernandez, aux côtés d'Yvon Bertorello, qui en est le directeur d'ouvrage, et Stéphane Bern, le conseiller historique. Cet album retrace l'histoire de la principauté, des origines à nos jours. Nous sommes avec le scénariste Arnaud Delalande. Bonsoir. Bonsoir. Monaco, l'épopée des Grimaldi. Qu'est-ce que cette BD? Alors on a une petite idée quand même lorsque l'on regarde la couverture, mais je voudrais avoir votre point de vue. Alors, à l'origine de cette BD, c'était l'idée de raconter évidemment l'épopée de la dynastie des Grimaldi à travers à travers les âges. Hein. Donc, on a une approche qui consiste, en fait, on a un fil rouge qui consiste à raconter la fameuse rencontre entre le prince régnier et Grace Kelly le 6 mai 1955, fameux reportage qui va permettre leur rencontre. Ça, c'est le fil rouge de l'album. Et puis, on a une série de flashbacks qui permettent de remonter aux différentes époques depuis le martyr de Sainte-Dévote. Ensuite, on a bien sûr François Lamalisse, la conquête de la forteresse, et puis une série voilà, l'indépendance, les Philippe le Bel, le Moyen Âge, enfin on remonte ainsi le fil de l'histoire jusqu'à la date la plus récente en fait. Et d'où est venue l'idée? Pourquoi une BD sur les Grimaldi? Alors il se trouve qu'on avait fait déjà avec Stéphane Bern qui donc signe la postface de cet album, hein, le prince Albert II signe la préface, et c'était une idée qui courait depuis longtemps. Nous avions fait déjà avec Stéphane Bern et Yvon Bertorello et Cédric Fernandez, le dessinateur, un album sur Notre-Dame de Paris qui racontait la nuit du feu, la fameuse nuit de l'incendie, et donc Glénat s'était rapproché du Palais qui souhaitait en effet créer cet album, et donc ils ont fait appel à la même équipe en quelque sorte, et c'était un grand plaisir de travailler avec Thomas Fouilleron, Thomas Blanchy, des archives du Palais de Monaco. Et donc, ça nous a occupé 3 ans à peu près tout de même. Alors, bon, l'intérêt étant que justement, on pouvait construire les choses ensemble, valider toutes les informations de façon à s'assurer de la véracité, évidemment, de l'exactitude du contenu. Et c'était une expérience tout à fait enthousiasmante. Oui, parce que vous êtes un féru d'histoire, vous êtes le scénariste, vous êtes romancier hein, aussi, avec toujours des points d'histoire dans vos romans. Qu'est-ce que vous avez appris tout simplement en préparant cette bande dessinée? Est-ce que vous avez appris quelque chose déjà? Bien sûr, beaucoup, parce que justement, on peut être familier de l'histoire récente de Monaco, et puis bien sûr de sa réputation, pas de ses zones de lumière, parfois de ses zones d'ombre, mais enfin, on connaît les fondamentaux. Mais je n'étais pas remonté aussi loin que Sainte-Dévote, donc c'était tout à fait intéressant de voir comment les choses se sont constituées, comment les destins se sont tissés sur le rocher à travers les âges, comment cette conquête de l'indépendance, cette recherche de la souveraineté, ces petits à petit accompli depuis les origines, depuis les relations avec la République de Gênes jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on remonte vraiment le fil de cette histoire à travers les âges avec des séquences, mais bon, alterné avec cette rencontre entre Grace Kelly et le prince régnier, qui évidemment avait un sommet et qui permet aussi d'avoir une approche peut-être moins académique et assez souriante parce que c'est une belle journée assez douce et puis évidemment, ça fait partie des grands emblèmes de l'histoire monégasque. Et qu'est-ce que vous allez retenir, vous, de Monaco après ce travail effectué? Quelle est la partie historique qui vous plaît le plus? Oh, c'est difficile d'en détacher une plutôt qu'une autre. Bien sûr, je suis sensible à l'aventure, à l'histoire de Grace Kelly hein, et à l'histoire récente. Mais après, ce qui est intéressant, c'est justement, j'allais dire, ces drames. Hein. Il y a quelque chose de shakespearien souvent dans l'histoire de ces dynasties familiales qui remontent à des centaines d'années, si vous voulez. Donc, en fait, c'est justement au contraire sur la durée finalement qu'on en prend la mesure et qu'on voit dans quel tumulte, dans quel bruit, quelle fureur les choses se sont construites avec beaucoup d'émotions, beaucoup de drames, comme je disais, des zones de lumière, des zones d'ombre plus difficiles pendant la Seconde Guerre mondiale, on le sait, et puis donc toute cette dimension qui a fait que ce rocher, finalement, qui géographiquement, dans sa superficie, n'est pas gigantesque, hein, mais qui a un poids symbolique et économique, évidemment, et qui raconte un destin politique aussi à travers les âges qui est tout à fait passionnant. Et où peut-on se procurer cette bande dessinée, Monaco, l'épopée des Grimaldi, parce qu'elle vient de sortir? Eh ben, elle sort aujourd'hui même dans toutes les bonnes librairies, dirais-je. Arnaud Delalande, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
C'était un peu le prolongement de ce qui s'est passé lundi soir au Palais Princier. Sur la place des Moulins, les habitants ont eux aussi eu le droit à leur fête de la Saint-Jean, une fête catholique entre folklore, messes et processions. Les Monégasques ont pu profiter de l'événement tout au long de la soirée. Reportage de Marie Bonnet-Blanc et Lionel Bernardi. L'agneau est béni par l'archevêque, on fête la Saint-Jean-Baptiste. Cette fête catholique, c'est surtout une occasion de faire perdurer les traditions et même de les transmettre. Il faut quand même fêter les traditions pour que les traditions restent. Montrer aux jeunes quand même que ça existe. Ça représente les traditions, traditions religieuses de la Saint-Jean et puis tout ce qui est la procession, tous les événements pour les enfants, c'est sympa, pour les familles. On habite dans le quartier donc on est toujours content d'assister. C'est une fête particulièrement importante de la Saint-Jean et on est très heureux d'être là avec ma fille, qui en plus a été baptisée dans l'église de Saint-Charles. Une messe a eu lieu au cœur de l'église Saint-Charles avant que les danseurs folkloriques et les musiciens accompagnent le public jusqu'au feu de joie. L'occasion de célébrer le jour le plus long de l'année en chanson. À l'époque, évidemment, c'était la grosse fête de l'été, puisqu'on commençait l'été, il y avait un bal, il y avait peut-être moins de manifestations qu'aujourd'hui en principauté, et donc c'était vraiment le grand moment pour fêter l'été, pour se retrouver tous ensemble, autour du feu, autour des danses folkloriques, et bien sûr après avec le bal. C'est ce qui fait notre histoire, notre culture, nos traditions, et bien sûr notre identité. Et je crois qu'il ne faut pas lâcher ça, bien sûr, avec la langue monégasque, tout ce qui se rapproche à notre beau pays, il faut continuer à le faire perdurer. La fête s'est poursuivie avec un bal au programme danse, animation, joie et convivialité. Cap sur la Méditerranée où des élèves de l'école Saint-Charles ont quitté la salle de classe pour une leçon grandeur nature à bord du bateau de Riviera Monaco. Ils avaient pour mission d'observer des animaux marins en plein cœur du sanctuaire Pélagos, une aire marine protégée. Une sortie pas comme les autres, comme vous l'explique Vanessa Dessy sur des images de Camille Caloni. Troquer les bancs de l'école pour le pont d'un bateau. Une classe de l'école Saint-Charles avait pour mission de découvrir les cétacés du sanctuaire Pélagos, cette vaste aire marine protégée qui s'étend entre la France, l'Italie et Monaco. Une sortie pédagogique à haute valeur écologique qui mêle émerveillement et sensibilisation à la préservation du milieu marin. Ce sont les enfants qui ont travaillé toute l'année dans le cadre de l'aire marine éducative. Ils l'ont déjà bien compris, mais on voulait leur montrer encore un site plus vaste que l'étendue sur laquelle ils travaillent habituellement. C'est vrai que c'était ça l'idée, de voir des animaux croiser notre chemin en bateau. C'est vrai que c'est pareil pour nous, hein, quand on fait des suivis environnementaux, certains plongeurs trouvent des espèces remarquables quand ils sont en plongée et nous on est sur le bateau ou inversement. Là c'est exactement la même chose, on ne gère pas la nature, donc où on voit des animaux ou pas. En revanche, l'essentiel c'était de pouvoir faire cette sortie avec tous les enfants et ils sont très contents quand même. Ballottés par une Méditerranée capricieuse, les conditions n'étaient pas idéales pour observer les cétacés. Malgré la vigilance des enfants et l'espoir de croiser un aileron, la mer est restée vide, du moins en apparence. Aucun dauphin, aucun souffle de rorqual à l'horizon. Mais l'expérience n'en a pas perdu son sens, au contraire. Elle a rappelé combien l'environnement marin est vivant, changeant et imprévisible. De retour sur la terre ferme, les enfants ont affiché un mélange de compréhension et de réflexion. On n'a pas vu d'animaux, mais c'est pas grave. C'est bien de protéger parce que si on ne protège pas, on ne peut plus rien voir. Si on n'en a pas vu, peut-être parce qu'ils sont plutôt tranquilles. C'était bien, même si on n'a pas vu beaucoup d'animaux marins. On a compris qu'il fallait les protéger, car si ça se trouve, il n'y en aura plus tard. Et c'est justement pour ça qu'on est là. Et on s'est rendu compte à quel point c'était très important de protéger ces animaux parce que le rorqual commun, il n'y en a plus beaucoup, il a été pêché dans le passé et donc on peut voir que c'est important de les préserver dans notre vie, on va dire, oui. C'était cool. Bon, même si on n'a pas vu trop d'animaux marins, il y en a qui sont en voie de disparition et quand ils sont en voie de disparition, c'est peut-être qu'on les pêche trop, qu'on leur fait du mal et ça c'est pas bien. Cette sortie en mer ne se résume pas à une simple parenthèse scolaire, elle marque un moment clé dans le parcours de ces jeunes enfants, semant des graines d'une conscience écologique. Une dernière info, nous sommes le 25 juin et c'est le début des soldes d'été à Monaco. C'est donc parti pour les bons plans dans tous les quartiers de la Principauté et ce jusqu'au 6 août.
On se quitte avec les photos de fin de journal de Manuel Vitali, consacrées ce mercredi à l'installation du Jumping International de Monte-Carlo. Les meilleurs cavaliers du monde vont s'affronter du 3 au 5 juillet du côté du Port Hercule. À suivre, la météo de Marie Bonnet-Blanc. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve jeudi 19h pour une nouvelle édition. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver afin de faire le point sur le temps de demain. Le soleil devrait rester avec nous, le ciel sera plutôt dégagé côté température, il fera 26 degrés le matin et puis dans l'après-midi il fera jusqu'à 28 degrés. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Maxences et puis ce sera la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, une journée de mobilisation destinée à sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation de ces substances. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.